Et si je vous disais que la liberté financière n'est pas réservée aux riches, aux privilégiés ou à ceux qui ont commencé avec un avantage, mais qu'elle suit une formule précise, reproductible, presque scientifique. Une formule que la majorité des gens ignorent, ou pire, qu'ils appliquent à l'envers toute leur vie. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent, et pourtant restent prisonnières du même cycle. Dépenses, dettes, stress, frustration. Mais certains individus, eux, semblent transformer chaque euro en opportunité, chaque revenu en levier, chaque décision financière en construction de liberté. Pourquoi? Tony Robbins a révélé un principe fondamental. La richesse n'est pas d'abord une question de revenus, mais de stratégie mentale et financière. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer complètement votre relation à l'argent. Restez jusqu'à la fin, car vous allez comprendre non seulement comment les riches pensent différemment, mais surtout comment appliquer une méthode simple pour commencer à construire votre indépendance financière, même avec un revenu modeste. Ce n'est pas une promesse magique. C'est une formule, et elle commence maintenant. Leçon 1. Ne gagnez pas plus, gérez mieux. L'illusion la plus persistante dans le monde de la finance personnelle est de croire qu'une augmentation de salaire résoudra tous vos problèmes. Nous avons tous entendu parler de ces gagnants du loto ou de ces athlètes de haut niveau qui, après avoir touché des millions, se retrouvent ruinés en quelques années seulement. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas une question de débit, mais de réservoir. Si votre réservoir est percé, peu importe la quantité d'eau que vous y déversez, il finira toujours par se vider. La gestion est la structure qui colmate ces brèches. Sans un système de suivi rigoureux, l'argent a cette fâcheuse tendance à s'évaporer de manière presque mystique, absorbé par des micro-dépenses, des abonnements oubliés et des impulsions quotidiennes. Gérer mieux, c'est avant tout reprendre le pouvoir sur son narratif financier. Cela commence par une prise de conscience brutale de la réalité. Où va chaque euro? La plupart des gens vivent dans un flou artistique, craignant de regarder leur relevé bancaire comme on craindrait de voir un film d'horreur. Pourtant, la clarté est le premier pas vers la liberté. En catégorisant vos dépenses, vous ne vous contentez pas de faire de la comptabilité. Vous définissez vos priorités de vie. Si vous dépensez plus en café à emporter qu'en formation ou en épargne, vous envoyez un message clair à votre futur moi. Ton confort immédiat est plus important que ta sécurité à long terme. La gestion est l'acte de discipline qui aligne vos actions sur vos ambitions. La différence fondamentale entre ceux qui accumulent de la richesse et ceux qui stagnent réside dans la maîtrise des flux. Les riches ne sont pas nécessairement des génies des mathématiques, mais ils sont des maîtres de l'organisation. Ils traitent leurs finances personnelles comme une entreprise. Une entreprise qui dépense tout ce qu'elle gagne ne survit pas. Elle doit dégager un bénéfice pour investir et croître. Pour l'individu, ce bénéfice, c'est l'épargne. En optimisant vos dépenses actuelles, vous créez ce surplus sans avoir besoin de travailler plus d'heures. C'est une forme d'efficacité énergétique appliquée à l'argent. Réduire une dépense inutile de 50 € par mois a souvent plus d'impact à long terme que de gagner 50 € de plus, car l'économie n'est pas taxée, contrairement aux revenus. Enfin, mieux gérer permet de réduire radicalement le stress psychologique. L'insécurité financière ne provient pas toujours du manque d'argent, mais souvent du manque de visibilité. Savoir que vous avez un budget pour vos loisirs, un fonds pour les imprévus et une stratégie pour l'avenir vous libère l'esprit. Cette sérénité vous permet de prendre de meilleures décisions professionnelles et personnelles, car vous n'agissez plus sous la dictature de l'urgence. La gestion n'est pas une restriction de liberté, c'est l'outil qui la rend possible. En maîtrisant l'art de la gestion, vous transformez l'argent d'un maître tyrannique en un serviteur obéissant, prêt à être déployé là où il sera le plus utile pour votre épanouissement. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est le secret le mieux gardé des bâtisseurs de fortune, bien qu'il soit d'une simplicité désarmante.
La majorité des gens fonctionnent selon une équation mathématique vouée à l'échec. Revenus, dépenses, épargne. Le problème est que les dépenses sont élastiques. Elles ont tendance à gonfler jusqu'à occuper tout l'espace disponible. À la fin du mois, il ne reste généralement que des miettes, voire rien du tout. Se payer en premier consiste à renverser cette équation. Revenus, épargne, dépenses. Dès que votre salaire tombe, avant même de payer le loyer, l'électricité ou l'épicier, vous prélevez une part pour votre futur. C'est un acte de respect envers soi-même et envers ses rêves. Cette approche nécessite un changement de paradigme psychologique. En payant d'abord vos créanciers, vous dites au monde que leurs besoins sont plus importants que votre liberté financière. En vous payant en premier, vous traitez votre épargne comme la facture la plus urgente et la plus sacrée de toutes. Même si vous commencez par une somme modeste, comme 5% ou 10% de vos revenus, vous installez une habitude de faire. La répétition de cet acte renforce votre identité de gestionnaire et de futur investisseur. C'est une promesse que vous vous faites. Quoi qu'il arrive ce mois-ci, j'ai avancé d'un pas vers mon indépendance. C'est le socle sur lequel se construit toute la sécurité financière. L'automatisation est l'allié indispensable de cette leçon. La volonté humaine est une ressource limitée et faillible. Si vous devez décider chaque mois de mettre de l'argent de côté, vous finirez par céder à une tentation ou à une excuse. En mettant en place un virement automatique le lendemain de la perception de votre salaire, vous retirez l'émotion et l'hésitation de l'équation. L'argent disparaît de votre compte courant avant que vous n'ayez eu le temps de l'intégrer à votre budget de consommation. Vous apprenez alors à vivre avec le reste. Étonnamment, on s'adapte très vite à vivre avec 90% de ses revenus, et la différence de style de vie est souvent imperceptible, alors que la différence sur votre compte d'investissement après 10 ans est colossale. Au-delà de l'accumulation de capital, se payer en premier crée une discipline mentale qui se répercute sur tous les domaines de la vie. Cela vous apprend à différer la gratification, une compétence essentielle pour réussir dans n'importe quelle entreprise. Vous apprenez à sacrifier un plaisir immédiat et éphémère pour un objectif durable et significatif. C'est une forme d'entraînement à la résilience. Avec le temps, cette réserve financière devient votre fonds de liberté, vous donnant le courage de quitter un emploi toxique, de lancer un projet passionnant ou de faire face à une crise sans paniquer. Vous ne travaillez plus seulement pour survivre au mois en cours, mais pour construire un empire personnel, pierre par pierre. Leçon 3. Transformer l'argent en actif. Pour comprendre la richesse, il faut impérativement saisir la distinction entre une dépense, un passif et un actif. Une dépense disparaît une fois consommée, un repas au restaurant. Un passif vous coûte de l'argent régulièrement, une voiture de luxe à crédit. Un actif, en revanche, est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. C'est là que réside la véritable magie de la finance. La plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Le problème est que le temps est une ressource finie. Pour devenir riche, vous devez briser ce lien linéaire et transformer vos revenus de travail en employés financiers qui travaillent pour vous 24 heures sur 24. Investir n'est pas un luxe réservé aux millionnaires, c'est le processus qui permet de le devenir. Chaque euro investi dans un actif, que ce soit des actions, de l'immobilier locatif, des obligations ou une entreprise, est une graine plantée. Au début, la croissance semble lente, presque invisible. C'est la phase de germination. Mais grâce à la puissance des intérêts composés, ce que les économistes appellent la 8e merveille du monde, la croissance devient exponentielle avec le temps. Votre argent génère des intérêts, qui eux-mêmes génèrent des intérêts, créant une boule de neige financière. Plus tôt vous commencez à transformer vos économies en actifs, plus la force de cette boule de neige sera dévastatrice pour vos dettes et bénéfique pour votre patrimoine. Le piège classique de la classe moyenne est de confondre niveau de vie et richesse. On achète une plus grande maison, une voiture plus récente, des gadgets technologiques. Ce sont des passifs déguisés en signes de réussite. Les riches, eux, retardent l'achat de ces jouets jusqu'à ce que leurs actifs génèrent suffisamment de revenus passifs pour les payer. Imaginez la différence.
Acheter une voiture avec le fruit de votre travail acharné ou l'acheter avec les dividendes de vos investissements. Dans le deuxième cas, votre capital reste intact et continue de croître, tandis que la voiture est gratuite sur le long terme. C'est la définition même de l'intelligence financière. Utiliser le rendement de l'argent pour financer son style de vie. Transformer l'argent en actif demande une éducation constante. Il ne s'agit pas de spéculer aveuglément sur le dernier actif à la mode, mais de comprendre les mécanismes de création de valeur. Un bon investisseur analyse les risques, diversifie ses positions et garde une vision à long terme. C'est un voyage qui demande de la patience et de la stratégie. En accumulant des actifs, vous achetez en réalité votre liberté future. Chaque actif supplémentaire est une heure de travail de moins que vous devrez effectuer plus tard. À terme, l'objectif est d'atteindre le point d'inflexion où les revenus de vos actifs couvrent l'intégralité de vos dépenses. À cet instant, le travail devient un choix et non plus une nécessité. Leçon 4. Évitez le piège des dettes de consommation. La dette de consommation est sans doute le plus grand obstacle à l'enrichissement dans la société moderne. Elle agit comme une ancre attachée à vos pieds pendant que vous essayez de nager vers la surface. Le crédit facile, les cartes de paiement avec paiement différé et les prêts personnels pour des vacances ou des meubles créent une illusion de pouvoir d'achat qui n'existe pas. En utilisant la dette pour consommer, vous n'achetez pas seulement un objet. Vous vendez votre temps futur pour payer quelque chose qui aura perdu la majeure partie de sa valeur avant même que vous n'ayez fini de le rembourser. C'est un transfert de richesse massif de votre poche vers celle des banques. Il existe une distinction cruciale entre la bonne et la mauvaise dette. La mauvaise dette est celle qui finance votre style de vie et se déprécie, vêtements, voitures, électronique. Elle s'accompagne souvent de taux d'intérêt élevés qui dévorent votre capacité d'épargne. La bonne dette, quant à elle, est un outil de levier. C'est celle qui permet d'acquérir un actif qui rapporte plus que le coût de l'emprunt, comme un prêt immobilier pour un investissement locatif. Les riches utilisent la dette comme un scalpel pour opérer des investissements stratégiques, tandis que les pauvres et la classe moyenne l'utilisent comme une béquille pour maintenir un train de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Vivre au-dessus de ses moyens grâce au crédit crée un cercle vicieux de dépendance. Lorsque vous avez des mensualités importantes, vous perdez votre liberté de mouvement. Vous ne pouvez pas prendre de risques professionnels, car vous êtes enchaîné à votre salaire pour servir votre dette. C'est une forme moderne d'esclavage volontaire. Le coût réel d'un achat à crédit n'est pas le prix sur l'étiquette, c'est le prix de l'objet, plus les intérêts, plus le coût d'opportunité de l'argent qui n'a pas pu être investi. Si vous aviez placé ces intérêts sur un compte d'investissement, combien aurait-il valu dans 20 ans? C'est le prix exorbitant que vous payez pour la satisfaction immédiate. Pour sortir de ce piège, il faut adopter une politique de tolérance zéro envers les dettes de consommation. Cela commence par détruire ces cartes de crédit si nécessaire et par établir un plan de remboursement agressif, comme la méthode de la boule de neige ou de l'avalanche. Une fois libéré de ces chaînes, vous ressentez une légèreté financière incroyable. Votre flux de trésorerie mensuel augmente instantanément. Cet argent, autrefois perdu en intérêts, peut désormais être dirigé vers la leçon précédente, l'acquisition d'actifs. La règle d'or est simple, si vous ne pouvez pas le payer 2 fois en espèces, sauf pour votre résidence principale ou un investissement, c'est que vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Leçon 5. Développez votre intelligence financière. L'intelligence financière est l'atout le plus précieux que vous puissiez posséder, bien plus que l'argent lui-même. En effet, donnez 1 million d'euros à quelqu'un sans éducation financière, et il les aura perdus en 1 an. Donnez la même somme à une personne financièrement éduquée, et elle en fera 10 millions en 1 décennie. L'intelligence financière, c'est la capacité à comprendre comment l'argent circule, comment il est taxé, comment il est protégé et comment il est multiplié. C'est un mélange de comptabilité, de stratégie d'investissement, de compréhension des marchés et de droit. Dans un monde économique de plus en plus complexe,
l'ignorance est le risque le plus coûteux. Développer son intelligence financière demande une curiosité active et un engagement envers l'apprentissage continu. Cela ne s'apprend malheureusement pas à l'école, où l'on nous forme à devenir de bons employés plutôt que de bons gestionnaires de capital. Vous devez prendre en charge votre propre éducation. Cela passe par la lecture de livres de référence, l'écoute de podcasts spécialisés, la participation à des séminaires et, surtout, la pratique. On n'apprend pas à nager en lisant un manuel et on n'apprend pas l'investissement sans placer ses premiers euros. L'erreur fait partie du processus, mais avec une base théorique solide, ces erreurs deviennent des leçons plutôt que des catastrophes. Un aspect crucial de cette intelligence est la compréhension de la psychologie humaine et particulièrement de sa propre psychologie. Nos instincts primaires, la peur et la cupidité sont les pires ennemis de nos finances. La peur nous fait vendre quand les marchés baissent, au pire moment, et la cupidité nous fait acheter quand tout est au plus haut, au moment le plus risqué. L'intelligence financière vous donne le recul nécessaire pour agir de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Elle vous permet de voir des opportunités là où les autres voient des dangers et de rester prudent là où les autres sont euphoriques. C'est ce tempérament, forgé par la connaissance, qui sépare les investisseurs de succès des spéculateurs malchanceux. Enfin, l'intelligence financière est une quête de souveraineté. Plus vous comprenez le système, moins vous en êtes la victime. Vous apprenez à optimiser votre fiscalité légalement, à protéger vos actifs contre l'inflation et les crises, et à identifier les arnaques qui promettent des rendements mirobolants sans risque. C'est un bouclier contre l'incertitude. En fin de compte, la richesse n'est pas une destination, mais un processus de croissance personnelle. En augmentant votre valeur intellectuelle, vous augmentez naturellement votre valeur nette. L'argent suit l'esprit. Investir en soi est le seul investissement qui offre un rendement infini et que personne ne pourra jamais vous voler. L'indépendance financière n'est pas un événement soudain. Ce n'est pas un héritage, ni un coup de chance, ni une question de hasard. C'est un système, une discipline, une répétition de décisions intelligentes, encore et encore. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une théorie abstraite, mais une structure simple que n'importe qui peut commencer à appliquer dès aujourd'hui. Et pourtant, la majorité des gens ne le feront jamais, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne changent pas leur manière de penser l'argent. Tony Robbins insiste sur un point essentiel. Votre vie financière ne change pas lorsque vous gagnez plus, mais lorsque vous devenez quelqu'un de meilleur gestionnaire, plus discipliné, plus stratégique. Imaginez votre vie dans 5 ou 10 ans si vous appliquiez ne serait-ce qu'une seule de ces leçons. Puis 2, puis toutes. La différence entre rester bloqué et atteindre la liberté n'est pas énorme, mais elle est décisive. La vraie question n'est donc pas « est-ce possible ?», mais « allez-vous commencer aujourd'hui ?» Parce que la formule existe déjà. Maintenant, elle n'a besoin que d'une chose, votre action.